in defensively. And we get a stop going in the half. 1, 2, 3. Attack, attack, attack. And a chase down block. He erased it. Bingo! It's showtime! MVP, baby! He didn't do that, did he? Slam dunk! Tie game with 5 seconds remaining! Shot! What a perfect ending to a historic day! Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 130 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Avec moi cette semaine, la même équipe que la semaine dernière. On retrouve d'abord Tom. Ça va, Tom? Ouais, ça va et toi? Ça va très bien, Tom. Nouvel album de Lil Wayne, tout va bien. 6 ans après, tout va très bien. C'est génial. Et avec nous aussi, on a Alan. Ça va, Alan? Salut Ben, salut tout le monde. Ouais, ça va super. Alors, messieurs, cette semaine, on sonne la cloche. C'est le début de nos 3 épisodes de preview. Comme l'année dernière, en fait, on va rester sur le même schéma que l'année dernière. Une série de questions à chaque épisode. On va peut-être pas arriver à 50 au bout comme l'année dernière, parce qu'on va peut-être un peu réduire le nombre, sachant que l'année dernière, il y a des moments où on allait très vite sur les questions. C'était un petit peu compliqué. En tout cas, le schéma est le même. On va vraiment avoir des questions sur les joueurs, enfin ceux qui nous ont suivis l'année dernière, vous le savez, c'est vraiment très divers. Petite différence par contre, c'est que cette année on a décidé de vraiment faire une première partie d'émission où, à l'image de nos épisodes normaux, on va s'intéresser à des questions sur lesquelles on va rester un peu plus de temps, et en fin d'épisode, ce qui va remplacer l'overtime pendant ces 3 prochaines semaines, on va vraiment être plutôt sur une rafale de questions où on va être un petit peu moins rapide, enfin être plus rapide justement sur les réponses, et on va un petit peu moins détailler. C'est des questions qui demandent un peu moins de profondeur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. On vous invite aussi à proposer vos sujets pour le Dunk & Host. On va faire le tirage dans très peu de temps. Et à nous suivre aussi sur YouTube. Maintenant, comme je l'ai dit, on poste les épisodes toutes les semaines aussi sur YouTube. Donc vous pouvez nous retrouver là-bas. Messieurs, c'est parti. On se met dans les starting blocks. Il y a beaucoup de questions à répondre. On se retrouve juste après la pause pour commencer. Vous écoutez le podcast Dunk Hebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Première question, je l'ai peut-être pas précisé durant l'introduction, mais en fait ces questions-là, elles viennent pas de nulle part, c'est nous en fait, on a récolté pas mal de questions, donc vous verrez, ce que je trouve toujours très marrant, c'est que si vous nous suivez toutes les semaines, on peut très vite deviner quelle question vient de qui en fait, parce qu'on a chacun nos centres d'intérêt, donc on peut deviner souvent les questions, qui est à l'origine de cette question. Première question, et là je vais me tourner vers Alan, parce que sans raconter la vie d'Alan, il connaît en fait, c'est un sujet qu'il maîtrise. Verra-t-on des protestations, oulala, ça va être un épisode très long, verra-t-on des protestations pendant les hymnes ou autres événements organisés par les athlètes pendant la saison? Très bonne question. Je crois que c'est Pierre qui a posé cette question. Ouais, c'est un sujet que je maîtrise parce que, sans raconter ma vie comme tu l'as dit, je vais faire un mémoire en gros sur ce sujet-là un peu dans mon master cette année. Donc tu racontes quand même ta vie, mais vas-y. Mais je le dis quand même, ouais, donc je récolte pas mal d'informations et tout, et puis c'est ce qui me passionne un peu en ce moment, donc c'est ce que je pense connaître, puis on en parle pas mal entre nous souvent. C'est une question complexe. Ce que je dirais juste, c'est que on n'est pas en NFL, en fait, on est en NBA, qui est une ligue beaucoup plus internationalisée et où le sentiment d'appartenance totalement à l'Amérique est peut-être un petit peu moins fort dans les gens qui regardent et qui suivent le basket que d'autres sports américains. Le protocole de l'hymne aussi, je le trouve un peu moins important qu'en NFL, où par exemple c'était là où étaient parties pas mal de protestations, comme les gens le savent. Donc je pense que les protestations pendant les hymnes, c'est pas quelque chose qui est très important en NBA, c'est plus les campagnes, par exemple celle de LeBron, le More Than an Athlete, ou des choses comme ça qui font la politisation un petit peu de la NBA aujourd'hui. Je pense que l'hymne, c'est pas le moment le plus important en NBA pour ça, personnellement. Tom, est-ce que c'est pas aussi parce que ils ont d'autres moyens en NBA aussi de protester? Je pense que déjà en NBA, ils ont d'autres moyens de contester, comme tu le dis, mais ils sont pas dans une situation aussi
précaire en fait entre guillemets que les joueurs de NFL par exemple. Enfin, on voit que les deux ligues ne grandissent pas à la même vitesse et aujourd'hui la NBA rayonne beaucoup plus internationalement que la NFL et je pense pas en fait que non, du côté NBA il y aura pas, enfin on a l'impression que l'empowerment du côté de la NBA vraiment sur les joueurs est quelque chose qui est maintenant ancré et ils ont beaucoup plus de pouvoir que les joueurs NFL et je pense pas en fait que que ça ira dans ces eaux-là. Je vois pas je vois plus un peu comme Alan l'a dit quelque chose sur le More Than an Athlete par exemple qui est quelque chose de très important mais pas de protestation avec des genoux à terre ce genre de choses. Totalement d'accord avec vous en fait. Je pense aussi il y a une dimension où, comme tu l'as dit Tom, il y a les joueurs il y a le prise de pouvoir des joueurs et puis aussi quand on regarde la structure NBA, alors si on évacue un peu le tout en haut de la pyramide, si on évacue les proprios parce que c'est un petit peu plus nuancé, si on prend des exemples comme Steve Kerr ou Greg Popovich, c'est des hommes qui en interview face à la caméra n'hésitent pas à tacler Trump, mais si on prend l'exemple d'un Trump, il le tacle directement à la caméra, ce qui est inconcevable en NBA en fait. Donc c'est même pas les mêmes logiciels de pensée. Donc je pense pas qu'on verra ce genre de protestation parce qu'ils ont d'autres canaux pour faire ça. Donc pas forcément le terrain quoi. Puis comme l'a dit Alan, c'est pas les mêmes personnes qui regardent la NBA et la NFL. Donc je pense qu'il y a pas mal à ce niveau-là, la différence peut jouer dans la façon dont on fait sa protestation. Rien d'autre à rajouter, monsieur le spécialiste ou... Pas du tout. Non, je suis d'accord avec vous. Ok, question suivante. C'est ça qui est un peu dur dans cette émission-là, il faut savoir gérer le timing. Combien d'équipes a plus de 55 victoires cette saison ? Alors pour vous donner un petit titre de comparaison, l'année dernière, il y avait eu 4 équipes à 55 victoires ou plus, les Rockets, les Warriors, les Raptors et les Celtics qui avaient fini à 55 tout pile. Et Las Vegas annonce, selon ce que dit Las Vegas, ces 4 mêmes équipes, donc Rockets, Warriors, Raptors, Celtics, sont aussi annoncées cette saison à plus de 55, avec les 76ers qui eux sont à 54,5, donc tout près. Tom, combien d'équipes tu vois à plus de 55 victoires cette saison ? Moi je dirais les 4 mêmes que la saison dernière, puisque, je suis désolé, mais je pense que les Rockets, certes ils se sont affaiblis pour leur configuration mode playoff, mais l'année dernière c'était une équipe qui était à plus de 60 victoires, il était à 65 de mémoire l'an dernier, et je pense pas que Ariza et la perte d'Ariza et Mbamute te fait perdre 10 matchs, surtout que l'an dernier ils avaient eu des problèmes avec Harden qui était blessé, Chris Paul qui a joué que une cinquantaine de matchs, non plus il a pas joué énormément, il a joué 58 matchs de mémoire Chris Paul. Donc je pense que si c'est cette équipe-là a un petit peu plus de santé, ils peuvent se maintenir largement au-dessus. Bon, les Warriors, c'est juste est-ce qu'ils auront envie, mais normalement c'est une équipe qui devrait marcher sur tout le monde. De l'autre côté à l'est, je garderai les mêmes, les Celtics et puis Toronto. Et puis si j'ai 2 outsiders, je dirais simplement Philly et Utah. Tout simplement pour la défense en fait, puisque ces équipes-là, elles ont un socle défensif tellement fort que toutes les équipes qui sont moyennes, elles vont leur marcher dessus. Ok, donc les 4 mêmes en fait qui réaliseraient le doublé. Alan, est-ce que tu es sur les mêmes équipes ? Je devine que tu vas pas me dire que les Celtics vont perdre plus de matchs que l'année dernière. Non, je ne vais pas m'avancer dans ces conclusions-là. Ouais, j'ai les mêmes petits bémols sur Toronto. C'est pas parce que c'est des rivaux ou quelque chose comme ça, c'est juste que j'attends de voir comment ça va se passer. Bien sûr, c'est Kawhi Leonard dont on parle, c'est un joueur extrêmement fort dans le gratin de la NBA, mais est-ce que peut pas y avoir des soucis de blessure ? On sait pas comment il va être. Je pense qu'ils seront à 55, mais s'il y a un petit bémol à mettre, c'est sur celle-là, les 3 autres, que ce soit Warriors, Celtics ou Rockets, pas de soucis selon moi. Je suis totalement d'accord. On est trop d'accord pour l'instant. Je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Les Celtics sont blindés, donc ils vont gagner plus de matchs. Surtout que l'année dernière, il y avait des problèmes de blessures. Là, tout le monde revient. Ils vont exploser les 55. Comme Alan, je suis un petit peu plus... Je vais pas dire pessimiste, mais je suis un petit peu moins serein que Tom sur les Raptors. Mais je pense qu'ils peuvent le faire. Si une des 4 équipes venait à pas le faire, je pense que ça serait les Raptors, mais ils ont quand même, je pense, le talent. Ils bénéficient de la conférence Est qui est toujours pas, beaucoup d'équipes pas vraiment étincelantes. Donc je pense qu'ils peuvent le faire.
Les Rockets, comme l'a dit Tom, pour moi, ils perdent pour la configuration playoff, mais pas pour les saisons régulières. Il faut pas oublier qu'avant l'arrivée d'un Chris Paul, par exemple, 2016-2017, ils étaient déjà à 55 victoires. Donc, alors qu'à cette époque-là, Capella avait pas explosé, enfin, pas mal de choses. Et par rapport aux Warriors, totalement d'accord. Ils vont y arriver juste sur le talent intrinsèque. Alan, Tom a parlé de Philly et Utah comme potentielles équipes qui pouvaient se glisser à ce niveau-là. Est-ce que t'en vois d'autres ou pour toi on va vraiment rester sur Raptors, Warriors, Rockets et Celtics? Alors déjà, je vois pas Utah, pas du tout. Je sais que on est un peu en désaccord avec Tom sur le Jazz. Moi, c'est une équipe que je trouve vraiment, cette équipe elle est mise à un niveau que je pense ne lui appartient pas par pas mal de spécialistes avant ce début de saison. C'est une bonne équipe, mais elle est pas élite. Ou pour moi, pour 55 victoires, c'est quand même quelque chose, surtout dans la conférence où ils sont, la division où ils sont. Donc je pense pas que ça se fera pour eux. Je dirais Philadelphie, c'est possible. Après, j'aurais tendance à dire OKC, mais vu la division où ils sont, c'est quelque chose de très compliqué. L'année dernière, on se rappelle toutes ces équipes de la division Nord-Ouest, il n'y en avait pas une au-dessus des 50 victoires. Parce que ils se bouffent entre eux, en gros. Donc, non, je pense pas. À part Philadelphie, je vois pas. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'on dit non à Utah, par exemple, mais Raptors, Celtics et Philly sont dans la même division, quand on calcule bien. On renvoie à notre épisode la semaine dernière, mais ouais. Où le reste de la conférence les aide bien à ce niveau-là. Moi, en fait, la raison pour laquelle je dis Utah, peut-être, c'est vraiment pour la raison défensive. Un peu comme, vous voyez, ce que faisaient les Spurs les années précédentes, où le schéma défensif leur permettait de marcher sur toutes les équipes qui étaient un petit peu moins préparées. Utah, c'est une équipe qui a une défense vraiment élite. Et à partir du moment où tu pourras pas scorer, certes, eux, ils vont peut-être pas scorer énormément, mais tu vas pas marquer de points, en fait. Et ils vont t'exécuter. Je comprends, mais le problème c'est que, alors c'est pas du tout au même niveau, hein, mais ça a été une excuse qui a servi pendant plusieurs années pour nous vendre Orlando, ça. Qu'en gros les gens allaient être asphyxiés défensivement. Donc je pense que ça peut tenir, mais les Spurs, le succès il n'était pas entièrement bâti sur ça, il était aussi bâti sur le fait que offensivement, et c'est aussi une dimension d'Utah, mais ils vont très bien exécuter le plan de jeu, mais je pense pas qu'Utah est encore au niveau où ils peuvent s'asseoir sur ça et dérouler pendant une saison régulière au niveau où, parce que 55 victoires, c'est quand même 67% de victoires. C'est énorme. Puisque l'an dernier, ils en ont gagné 48. Ouais, 48. L'an dernier, ils en ont gagné 48. Gobert a manqué pas mal de matchs. Avec Gobert, ils avaient une défense qui était, plus forte de 3 points défensivement en termes de rating de rating défensif que les Celtics par exemple, donc c'était quand même du très haut niveau, hein. Ah, mais ils ont une série d'un mois et demi en janvier-février où Mitchell marchait totalement sur l'eau et franchement si ça arrive encore je serais très impressionné. Après cette équipe-là, le truc c'est que cette équipe-là elle s'est vraiment mise à gagner quand elle s'est débarrassée de ses moins bons défenseurs en fait. Quand ils ont envoyé Rodney Hood à Cleveland et ils ont aussi coupé Joe Johnson, ils avaient que des joueurs qui étaient positifs défensivement, enfin des gars comme Royce O'Neal, tout ça qui ont émergé, et le fait d'avoir des joueurs uniquement positifs défensivement, ben ils étaient plus difficiles, ils étaient plus denses en fait. Et du coup, ils avaient moins de faiblesse contre l'adversaire quand ils jouaient des matchs sur le terrain. Moi, je mets juste peut-être un petit bémol sur Donovan Mitchell qui a été historique. Ouais, il était extraordinaire l'an dernier. Mais tu vois, les défenses vont l'avoir, parce qu'il y aura plus l'effet de surprise. Il y a aussi cette dimension-là de l'effet de surprise. Il sera plus là, il sera plus attendu. Chaque soir, maintenant, on sait que quand on va jouer Utah, on va viser Donovan Mitchell, donc à voir. Après, ça reste une excellente équipe, mais pour moi, 55 victoires, c'est un palier comme l'a dit Alan, en fait, on leur donne un niveau qui ne leur appartient pas encore. Et juste à mentionner, personne n'a mentionné OKC, mais moi, on va en parler dans la question d'après, mais je pense que c'est une équipe de play-off et c'est pas une équipe qui va gagner autant de matchs que ça. C'est ça. Mais après, c'est vraiment un astérix, hein. Je pense pas qu'ils le feront, mais si je dois trouver une équipe qui le fera après les 4 autres équipes, je dirais eux. Et Philly. Et on va rester à l'ouest avec, je pense, la question qui va nous plus le passionner. Benjamin parle très bien français, la question qui va ça nous passionner le plus.
qui va nous passionner le plus aujourd'hui. Il est tard, on va être honnête, on enregistre un soir, il est tard, donc là je suis pas dans ma meilleure forme pour présenter. Avec les Warriors et les Rockets, quasiment assurés, sauf catastrophe, de jouer les playoffs, c'est une question à rallonge, donc c'est une question de moi. Warriors et Rockets quasiment assurés, sauf catastrophe, de jouer les playoffs, ainsi que le Jazz et le Thunder en position a priori très favorable pour jouer les playoffs. Il reste que 4 places à l'ouest pour 6 équipes qui sont Portland, les Lakers, New Orleans, Minnesota, Denver et San Antonio. Qui va passer à la trappe parmi ces 6 équipes? Alan, je vais te laisser commencer. Je vais dire Minnesota. Parce que si on nous écoute depuis 3 semaines, je pense que les gens ont compris. Et l'autre, je vais le dire, les Spurs. Alors là, on vient de perdre un tiers de notre audimat. Ouais, les Spurs. C'est l'année. On va peut-être commencer par dire chacun nos équipes qu'on va passer à la trappe et ensuite on va revenir là-dessus. Tom, tu vois qui passe à la trappe? Mais écoute, moi je sais toujours pas. Aujourd'hui, je sais toujours pas. Bon, Minnesota, vu ce qui risque de se passer avec Butler, je pense que de leur côté, c'est mort. Mais le truc, c'est que je sais pas contre qui parier en fait. C'est le problème. Je sais pas contre qui parier. J'ai dû me mouiller. Puisque, enfin, vous me connaissez, je vais pas forcément parier contre Anthony Davis. Je vais pas parier contre LeBron. C'est très dur de parier contre Damian Lillard. Les Spurs, faut jamais parier contre les Spurs et Popovich. Et Denver, je vois pas Denver être 9e pour une 3e année consécutive, quoi. Il nous faut une réponse, là, Tom. Tom, il fait son Alain Juppé, il gagne du temps, là. Ça fait 30 secondes qu'il gagne. Non, parce que je sais toujours pas. Bon, je dirais Denver parce que je peux pas parier contre les autres. Moi, je suis d'accord avec vous pour Minnesota. On va peut-être, ça fait 3 semaines qu'on parle de Minnesota, donc on va pas revenir sur eux. Minnesota, je suis d'accord. Et comme Tom, je trouve ça très compliqué. Mais je vais peut-être aller chercher Portland. Parce que moi, Tom, je prends plutôt le problème à l'inverse. T'as du mal à parier contre eux. Moi, j'ai du mal à parier pour eux. Je m'explique. Les Lakers, alors certes, il y a LeBron, mais le reste, c'est pas un effectif de playoff. Portland, c'est une bonne équipe de playoff, mais on sait qu'ils sont quand même très dépendants de leurs 2 joueurs. Si jamais il leur arrive quelque chose, c'est la catastrophe. New Orleans, autant c'est une bonne équipe de playoff, mais ouais, certes, le squelette, ouais, avec les blessures. Denver, tous les ans, on parie pour eux depuis 3 ans, ils y arrivent jamais. Et les Spurs, il n'y a pas tant de talent que ça dans une grosse conférence. Je suis d'accord, ouais. Le truc, c'est que parier contre Lillard, c'est jamais bon ces dernières années. Et puis, le truc, c'est que Portland, en fait, j'ai l'impression qu'on les sous-estime parce qu'on a le biais récent, en fait, de ce qui s'est passé en playoff. C'était une équipe solide l'an dernier. C'est une équipe dont le schéma de jeu était très intéressant. Par exemple, c'est une équipe qui avait une bonne défense par rapport aux standards de la ligue, tout simplement parce que dans leur shot chart défensive, ils étaient très précautionneux en enlevant le tir à 3 points et le tir à la raquette. Alors certes, ils ont pas énormément de personnel super fort pour faire de la grosse défense, mais voilà, ça c'est quelque chose qui va pas bouger en fait, ça. Et je pense que ça peut les porter un peu, tu vois. Et offensivement, ils vont toujours tomber sur un mois où Lillard sera en feu, McCollum sera en feu, faut juste pas qu'ils aient de blessures. Après, le seul bémol que j'ai avec eux, c'est le fait qu'il y a énormément d'incertitudes de passer ces joueurs-là, quoi. Puisqu'ils ont un 6 où t'as des certitudes entre guillemets. Donc on va dire t'as Lillard, McCollum, Harkless qui a des problèmes au genou en ce moment, Aminu, Njokic et Evan Turner où là t'as des certitudes, mais après certitude d'Evan Turner. Oui, mais certes c'est un joueur qui est surpayé, mais tu sais que c'est en sortie de banc, c'est un joueur qui va t'apporter quelque chose, quoi. Enfin, c'est pas non plus Evan Turner, c'est pas non plus je sais pas moi. Oui, on a des certitudes, tu vois. Ouais, mais quand ils le font starter à côté des deux, sa valeur elle baisse. Hein. Ah non, mais il starte jamais. Enfin, faut pas starter. Si t'as des blessures, comme l'année dernière, il a dû commencer des matchs. Et là, ça marche pas quand ils sont comme ça. Moi, je dis vas-y. Vas-y, Alan. Moi, je dis San Antonio parce que on dit Denver, il faut les mettre dedans au bout d'un moment, et on se trompe. Des San Antonio, il va peut-être falloir les mettre dehors aussi.
C'est vrai, c'est très vrai. Moi, je regarde l'effectif de San Antonio et franchement, autant on connaît San Antonio, la machine bien huilée, Greg Popovich, mais moi c'est plutôt la concurrence qui me fait peur pour eux. Je trouve pas que c'est une équipe qui a de quoi offensivement rivaliser avec ce qui se passe à l'Ouest. Et défensivement, ça peut être solide, c'est clair, mais il y a aussi pas mal de joueurs où il y a potentiellement des problèmes de blessures. Et je suis pas sûr que, et on en reparlera peut-être plus tard, la Marcus Aldridge va pouvoir refaire une saison du même acabit que celle de l'année passée en fait. Puis, moi là où j'ai du mal à enlever San Antonio, c'est que, enfin, voilà, San Antonio c'est une équipe de régulière, la limite. Ils ont des joueurs de saison régulière. Pour la saison régulière, normalement, ça devrait marcher. Ouais. Enfin, DeRozan, Aldridge, tout ça, ce sont des joueurs de saison régulière. Ce sont des joueurs qui te mettent un plancher assez haut un plancher assez haut avec ces joueurs-là, mais après, tu es limite pour aller tabasser l'élite. Après, le souci que je vois, c'est que peut-être que DeRozan, arrivé, dans la conférence Ouest, il est beaucoup plus de mal puisqu'il se retrouve à affronter tous ces cauchemars qui sont passés de l'autre côté, quoi. Donc, lui aussi, ça risque d'être compliqué et à voir comment, moi, j'ai envie de voir, est-ce que la défense va leur permettre de toujours rester à ce niveau-là? C'est une équipe qui, défensivement, a toujours été dans le top 10 défensif sur 14 des 15 dernières années, ils étaient dans le top 10 défensif. Donc, à voir si, tout le côté culturel, puisque là, c'est une vraie page qui s'est tournée, hein, en fait, hein, qu'on regarde bien. C'est une vraie page qui s'est tournée en termes de culture. Les culture setters, entre guillemets, je sais pas comment dire ça en français, les Parker, Ginobili, ils sont plus là, et c'est limite, là ce serait qui, du coup, le porte-étendard, en gros? Patty Mills. C'est Patty Mills. Ouais. C'est Patty Mills. Et même Patty Mills, voilà, il sera dans un rôle secondaire. Et le truc, c'est que... Popovich, l'étendard. Ouais, c'est ça, mais quand je regarde l'effectif des Spurs, en fait, t'as pas forcément énormément de joueurs Spurs-like. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, tu vois. Ouais, je vois. Et ça, je sais pas en fait comment ils vont gérer ça après. Je douterai jamais de Greg Popovich, donc c'est vraiment très difficile. C'est vraiment très difficile, mais tu m'as limite convaincu avec Portland, mais si franchement ma vie en dépendait aujourd'hui, j'aurais plus dit Denver. Mais pourquoi Denver qui passerait pas? Pourquoi Denver? Moi, plus on parle, là, plus je suis sûr de rien, en fait. Parce que plus on parle, plus Portland, en fait, je me dis non, ils sont plus... En fait, ils offrent plus d'assurance que toutes les autres équipes, en fait. Puisque Denver... Ouais, moi je dirais Denver puisque il se base essentiellement sur l'attaque. Sauf que... Au bout d'un moment, je pense que... moi, c'est ma philosophie. Hein. T'as plus de chances... pour moi de gagner énormément de matchs si tu es dans le top 10 défensif que si t'es dans le top 5 défensif que si t'es dans le top 5 à l'attaque. Et je me dis que c'est un peu le contre-pied de ça en fait avec Denver. Et est-ce que on a parlé de toutes les équipes, mais on sait que c'est un petit peu un de nos problèmes, mais c'est quand même fabuleux qu'on mentionne pas tant que ça les Lakers, alors que sur le papier c'est le pire effectif des 6 dont on parle. Il y a LeBron. Oui, il y a LeBron. Il y a LeBron James. Ça aussi, tu vois, Alan t'a dit, au bout d'un moment, faudrait peut-être les sortir. Au bout d'un moment, faudrait peut-être se dire, LeBron, peut se rater. Non. Après, moi, c'est l'avantage des Lakers, c'est leur division. Ouais, c'est la Pacifique, c'est un avantage. Il y a personne. Ils vont taper, ils ont 3 équipes qui vont tabasser à chaque match. Donc, potentiellement une dizaine de victoires. Ouais. D'ailleurs, je crois que les odds, en fait, pour les Warriors vainqueurs de la division Pacifique, c'est 1 pour 200 en fait. En gros, tu mets $200 pour gagner $1. Mais même il y a 18. J'avais regardé ce qu'a annoncé Las Vegas. Les Lakers sont annoncés à 44 ou à 46. Les Warriors sont à 62. Hein. Donc il y a un monde. Hein. Il y a un monde. Mais on sait pas si les Lakers ça prend du mal, ça prend du temps. C'est vraiment difficile ce soir. Ça prend du temps à cliquer entre tout le monde. Ils ont pas un effectif si ronflant que ça. Hein. Je sais pas, mais ils ont LeBron, ben. J'avoue. Oui, mais au bout d'un moment, ça va pas marcher tout le temps comme ça. C'est quand la dernière fois que LeBron n'a pas fait les playoffs? Sa saison rookie. Sa saison rookie. Ouais.
Après, il a été à l'Est pendant tout ce temps-là. Ouais, mais il était jamais ric-rac, tu vois. Il était jamais en playoff ric-rac. Oui, c'est vrai. Il a jamais eu cette concurrence en termes de densité. Et là, les 6 équipes qu'on a citées, parce que si Minnesota avait pas le problème, je pense qu'on les mettait en playoff. Donc, il fallait en sortir une deuxième. Après, ça peut être aussi les Pelicans, hein. Attention, hein. Moi, les Pelicans, on sait tous comment ça va finir. C'est une blessure et puis ils sautent, quoi. voilà, c'est une blessure. Anthony Davis a quand même joué pas mal de matchs l'an dernier. Depuis 2 ans, il joue ses matchs à part quand on le shut down pour des raisons de tanking ou pour des petites blessures par-ci par-là. Moi, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait à l'intersaison. Leur trio intérieur là m'intéresse vraiment. J'ai vraiment envie de voir ça. Comment ça va s'articuler. Après, eux, peut-être qu'on les surcote par rapport aux biais récents et ce qu'ils ont fait contre Portland, en fait. Aussi, parce faut oublier qu'ils ont lutté pour arriver en play-off eux aussi. Moi, je vous avoue que là, on va conclure cette question-là, mais je suis encore moins avancé. Ouais. C'est toujours pas. Mais on n'a pas de question là-dessus, mais pour moi, c'est un des traits marquants de cette saison NBA, c'est que j'ai l'impression, l'année dernière, en gros, je caricature, mais on avait des cancres, on avait une dizaine d'équipes à la rue. On avait 3 équipes, on avait Clippers, Lakers et Hornets, qui étaient au milieu. On avait les équipes de playoff et la grosse élite. Il y avait 4 groupes. Cette année, j'ai l'impression qu'on a des paquets de 6 équipes, 4-6 équipes à chaque fois, et c'est très identifié, en fait. Et de les décortiquer qui est meilleur que l'autre, j'y arrive pas, en fait. Et pour moi, par exemple, là, on a le groupe Portland, Lakers, New Orleans, Minnesota, Denver, San Antonio. J'arrive pas à voir qui est meilleur que l'autre, en fait. Mais ça va jouer à rien, ça va jouer à une blessure par-ci par-là, un road trip raté, un problème en interne comme il se passe à Minnesota, puisque là Minnesota nous facilite la tâche puisque Jimmy Butler demande à partir, mais avec Jimmy Butler prêt à partir au combat, Minnesota, je les voyais pas hors playoff, hein, personnellement. Juste pour vous donner une petite stat, sans Jimmy Butler, il y a eu une période où il était absent juste après le All-Star break, en fait. L'année dernière, il est revenu qu'à 3 matchs de la fin de la saison. Ils ont joué 17 matchs, 8 victoires, 9 défaites, moins 1,1 de net rating, 19e de la ligue. En gros, là, t'es dans des standards où tu passes pas à l'ouest, c'est mort. Tu passes pas avec ce genre de bilan-là. Puisque Portland aussi, sans te couper, Portland l'an dernier, tu vois, ils finissent à 49 victoires. Alors oui, ils ont eu le phénomène de bénéficier de ne pas avoir de gros blessés, un peu comme toutes les équipes à côté d'eux, tu vois, San Antonio qui avait perdu Kawhi, Denver qui avait perdu Millsap pendant une 40aine de matchs, Minnesota qui avait perdu Butler, New Orleans qui avait perdu Cousins. Donc tout ça jouait. Mais aussi, ils ont pas mal bénéficié en janvier, là, au moment où Lillard prenait totalement feu. Et je pense que c'est janvier, février, où c'est là où il a vraiment validé sa place dans la All-NBA First Team, puisqu'il termine All-NBA First Team, Lillard, cette saison, il me semble. Ils ont beaucoup bénéficié des petites équipes qui tankaient vers la fin pour grappiller plein de petites wins sans forcer. Donc c'est peut-être un truc à checker, sachant que Damian Lillard est devenu papa. Donc peut-être que ces nuits seront plus difficiles, on verra. Alors là on entre vraiment dans la précision ultime là. Mais Westbrook aussi est papa. Peut-être que aussi, juste mais il est blessé. Pour finir la question. Par contre, on est d'accord que j'avais dit qu'a priori le Jazz et le Thunder c'était très favorable pour eux. En 2 mots, on est d'accord que cela, ça serait vraiment un tremblement de terre s'ils ratent les playoffs. Pour moi, le Thunder c'est pas un lock puisque tout dépend de Paul George. Si Paul George se blesse, il a vraiment du mal avec le Thunder. Non, c'est pas ça. C'est que si Paul George se blesse, je les vois difficilement. Je les vois. Oui, mais ça pour toutes les équipes. Si les Lakers se blessent, ils jouent au ping-pong. Oui, si LeBron se blesse. En fait, OKC c'est une grosse équipe, sauf qu'il y a des endroits précis où il faut que rien n'arrive. Je sais pas, je te trouve dur parce que si le Jazz perd Gobert, ils sont aussi. Ou Mitchell. Enfin, toute équipe hors Warriors et peut-être Rockets, s'ils perdent leur deuxième meilleur joueur, oui, je suis d'accord, mais c'est vraiment par rapport au drop-off qu'il y a entre Paul George et son remplaçant. C'est vraiment par rapport à ça, en fait. Mais c'est pas, pour moi, l'équipe du Thunder, elle est très très solide. Tu vois, elle est vraiment avec le Jazz dans un tiers à part.
c'est pas une équipe que je mets avec les équipes un peu comme toi tu les as classées. Mais je me dis que si jamais il y a un souci avec Paul George, puisque on sait que Paul George n'est pas forcément le joueur le plus régulier de la NBA, que ça peut un peu tourner au vinaigre. Et en fait, j'avais dit que c'était la dernière question, mais ça sera pas la dernière question. Alan, est-ce que c'est totalement inenvisageable de voir une équipe pas citée se glisser en play-off? Ou alors je rêve? Enfin, par exemple, je commence à avoir une espèce un lobby qui se crée autour de Dallas. Est-ce qu'on peut y croire 2 secondes ou c'est de la folie? Soyons sérieux. Non, sans faire de mal au lobby texan qui se crée. Non, je pense pas. Sérieusement, là déjà, on a 10 équipes qui sont pour moi au-dessus de la mêlée. Après Minnesota, on sait pas, mais comme vous l'avez dit, une blessure et tout se casse parce qu'on n'est pas à l'Est. À l'Est, t'as une blessure et tu peux quand même essayer d'aller en play-off. On l'a vu avec les Boston par exemple l'année passée ou d'autres équipes. Wall avait raté des matchs pour Washington et ils sont quand même réussi. Même si c'était pas très glorieux à aller en play-off, là à l'Ouest c'est pas possible. Totalement. Question suivante. Comme prévu, c'est vraiment la question sur laquelle on a plus bloqué. Question suivante, et là où j'avoue je n'ai pas de réponse, moi, qui sera le candidat surprise au tanking? Et j'ai envie de vous dire, vaut mieux que j'ai pas de réponse. L'année dernière, à cette question-là, j'avais répondu le Jazz d'Utah. J'ai vraiment j'ai le nez, j'ai le nez à ce niveau-là. Je sais pas, qui veut répondre? Moi, j'avoue que je vois pas cette année une équipe qui pourrait... Peut-être les Hornets, mais... Ah, bah voilà. Ah bah vas-y, Alan. Bah, c'est comme je te dis, franchement, c'est une question pas simple parce que les groupes que t'as cités sont pleins de cette espèce de cancres. On a cette espèce de groupetto NBA là où c'est n'importe quoi. On a l'élite en haut et au milieu on a ce grand groupe là où en plus on va être en début de saison donc tout le monde va te dire c'est super, on peut faire quelque chose peut-être. On va se calmer, on sait pas. Mais ouais, je dirais Charlotte, ouais. C'est pas une question simple, j'ai du mal à trouver quelqu'un. Je dirais Charlotte, mais surtout parce que j'aimerais peut-être que ça soit Charlotte, tu vois, pour peut-être que on mette fin à cette espèce de cycle qui ressemble à rien, où chaque année on les met en play-off peut-être parce que l'Est est très mauvais et finalement ça marche pas, il y a peut-être des blessés et ça finit avec un pic entre 9 et 12 et c'est un éternel recommencement. Donc j'aimerais bien que ça soit Charlotte. Tom, t'avais une autre idée? Moi, je dirais à l'ouest, je dirais plutôt les Clippers. En fait, les Clippers, je trouve qu'ils ont un roster à trade, un roster à tout faire péter à la trade deadline. C'est des joueurs c'est un roster où il y a aucun joueur qui est sur un contrat qui est intransférable. Il y a que des contrats intéressants mis à part Danilo Gallinari. Il y a des joueurs les joueurs sont principalement en fin de contrat. C'est une équipe qui s'est gardée de la flexibilité pour avoir un maximum de salary cap. Donc je serais pas surpris en fait que si jamais une équipe décide de se renforcer avec un joueur qui est sur un contrat intéressant et sur lequel ils peuvent faire une petite plus-value ou qui va apporter juste pour faire le run de fin de saison, je serais pas surpris qu'ils aient cherché un joueur comme ça aux Clippers, puisque il y a pas mal d'affaires à faire, je pense, pour des équipes qui veulent être compétitives, puisque les joueurs des Clippers sont vraiment intéressants. Après, à l'Est, je dirais les Nets pour la même raison. Enfin, pour les Clippers, je peux rajouter aussi que ils ont leur pick est protégé top 15, sinon il part à Boston, donc c'est une raison qui va leur faire aussi peut-être tanker, se décider à tanker et ne pas faire le all-in quoi pour aller jouer un maximum. Et sinon, je dirais de l'autre côté les Nets. Alors les Nets, pas parce que c'est la première année où ils ont leur pick, mais vraiment comme les Clippers en fait, puisque t'as pas mal de joueurs, ils doivent se décider sur pas mal de jeunes joueurs. Est-ce qu'ils vont offrir des contrats ou pas? Est-ce qu'ils préfèrent avoir le cap space plutôt que d'avoir les cap hold des joueurs, des trucs comme ça. Donc je pense que c'est une équipe qui elle aussi va trouver, je pense, puisqu'ils ont signé uniquement des bons contrats en fait les Nets. Donc ce sont des contrats que tu pourras échanger à la trade deadline et je serais pas surpris qu'ils essaient de soutirer des assets pour des joueurs qu'ils ont signés à la mi-saison, enfin qu'ils ont signés cet été. J'entends les Clippers et les Nets, mais en fait moi c'est une question de Pierre, mais moi je les inclus pas dedans parce que pour moi ça serait pas vraiment des surprises. Enfin, moi, vu comment j'entends la question, c'est l'équipe, on pense qu'elle peut viser les playoffs. Ouais, c'est ça.
elle se met à tanker. Donc pour moi, je suis d'accord avec les Hornets. C'est pour ça que tu as mis Utah l'année dernière. Aussi, c'est pour ça que j'ai mis Utah l'année dernière. Ce qui reste un de mes pires... dans ma longue collection, c'est un des meilleurs. Hein. Franchement, c'est une très bonne année. Hein. Mais de Utah va tanker. De toutes les équipes qu'on a citées à la question d'avant, il n'y en a aucune qu'on peut aller voir tanker. Ça paraît très compliqué. Peut-être Portland en cas de blessure, si genre t'as McCollum ou Lillard qui se blessent. Après, tanker, ils vont perdre des matchs. New Orleans, si Davis... Voilà, New Orleans, si Davis se blesse, ou les Lakers, même si LeBron se blesse, je suis pas persuadé qu'ils tankeront. Puisque... Minnesota, s'il arrive un truc à Towns et qu'il y a déjà plus Butler, ça peut être très vite moche. Très sale, ouais. Ça peut être très 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 moche. Hein. C'est peut-être eux en fait. Parce que eux, ils sont quand même dans une espèce d'enchaînement d'événements qui a tout sauf positif. Hein. Donc ça serait un petit peu la suite. Hein. Après, Towns, il a pas raté de match dans sa carrière NBA. Wiggins, il en a raté qu'un. Donc, Non, il en a jamais raté. Oui, il en a raté un, Wiggins. Il a raté un match. Ah, Wiggins, oui. Ouais. Donc, après, on va pas leur souhaiter. Hein. On souhaite des blessures à personne. Ne pas rater de match de Thibodeau, c'est très fort. Hein. C'est l'après qu'il faudra voir. Tant qu'on parle de malheur, hein, alors la question, celle-ci, forcément c'est du mauvais esprit, donc vous devinerez ça vient de qui. Qui va taper sur les doigts. Qui va hériter du malheureux prix Isaiah Thomas, la descente aux enfers tellement rapide que même Harvey Weinstein en reste pantois. Alors je vais commencer, vu que j'en prends l'entière responsabilité, c'est ma question. Alors j'ai 3 candidats. En dernière place, parce que je pense c'est plus basket, mais c'est pas un joueur qui a assez d'éclat hors basket pour qu'en fait on se rende compte qu'il tombe vraiment. Je suis désolé Tom, mais pour moi c'est Marc Gasol, mais je pense que il a déjà entamé un petit peu la descente, donc c'est pour ça que je le mets à 3e place. 2e place, Blake Griffin, pour moi est pas loin. Enfin, il suffit que la saison soit mauvaise du côté des Pistons et ça peut vraiment sortir le soufre. Premier, alors c'est un peu moins ronflant comme nom, mais Eric Bledsoe. Il a fait une très bonne saison avec Milwaukee. Il a eu cette campagne de playoff atroce où il est sorti dedans parce qu'il a cherché des crosses à Terry Rozier, on ne sait pas pourquoi. Enfin bref, s'il reste sur cette tendance-là, alors qu'il va être free agent et qu'en plus c'est un meneur et qu'il arrive à la trentaine, qu'il a un historique de blessures, il peut se retrouver dans une situation l'été prochain, vraiment pas cool. Donc pour moi, Bledsoe, il peut être ce candidat au trophée Isaiah Thomas, même si je pense que Isaiah Thomas c'est un gold standard. Hein. C'est impossible. C'est incroyable ça, c'est pas possible. Parce qu'en 18 mois, c'est imbattable. C'est compliqué. Tom? Ah, donc maintenant tu donnes les paroles aux gens. Okay. Non, parce que je voulais y aller. Moi j'ai 2 candidats. Moi. J'ai Lou Will. Ah, il a fait une saison incroyable l'an dernier. Parce qu'il a fait une saison de folie. Je sais pas si on se rend compte, mais puis dans sa tête, t'avais l'impression qu'il était All-Star. Il voulait prendre la place de Jimmy Butler parce que le gars a pas voulu jouer. Je sais pas, peut-être que avoir une vie conjugale trop compliquée va lui monter au crâne. Je sais pas, peut-être que Los Angeles ça peut tout péter. Je suis pas fan. Mais c'est surtout la Marcus Aldridge parce que je suis pas du tout chaud sur les Spurs en fait. Et donc la saison de la Marcus Aldridge l'an passé est-elle pas une anomalie par rapport à ses précédentes saisons aux Spurs? Je le pense. Et en plus il va devoir peut-être partager avec DeRozan, alors que l'année dernière c'était plus l'équipe qui tournait autour de lui. Je pense que Aldridge peut perdre du galon cette saison. Alors moi je pense que ce sera malheureusement Danny Green qui arrive à Toronto. Enfin l'an dernier avec les Spurs ça s'était pas forcément très très bien passé pour lui. Il était dans le 5, pas dans le 5. Enfin ils ont réussi à se passer de lui et là enfin on a appris à la fin de saison que lui aussi était blessé, mais qu'il a pas demandé, il a fait confiance au staff médical des Spurs, donc il a pas forcément cherché de deuxième avis comme avait pu le faire Kawhi. Donc je pense que lui ça peut être un candidat à la régression. Sinon mon autre candidat ce serait Goran Dragic en fait, puisque là il commence à vieillir. Ah ouais. Il commence à vieillir et ça risque d'être compliqué pour lui. Déjà l'an dernier il a fait une bonne saison entre guillemets, mais après le All-Star break il a quand même commencé à faiblir. Donc je me dis que lui faut faire attention, faut le surveiller.
Ouais, Dragic, surtout à l'heure où on enregistre, Jimmy Butler n'a pas encore été tradé, sachant que Minnesota nous met à l'amende depuis 3 semaines, il va être tradé entre le moment où on enregistre et on sort l'épisode, c'est quasiment certain. Si jamais Dragic venait à changer d'équipe, ça peut être quelqu'un, oui, qui peut hériter de ce trophée, je pense. Après, juste pour revenir un peu sur ce que tu as dit sur Marc Gasol, je suis assez d'accord avec toi. Le seul truc que j'aimerais nuancer par rapport à lui, c'est que, l'an dernier, il y avait vraiment on a senti vraiment un désintéressement en fait à regarder Marc Gasol. Marc Gasol, c'est jamais un gars qui est forcément très expressif sur le terrain, mais l'an dernier, il était vraiment désintéressé. Et puis c'est un joueur qui a beaucoup souffert de l'absence de Mike Conley, puisque quand tu joues avec un joueur et tu as des repères avec un joueur avec lequel tu joues depuis plus de 10 ans et que ce joueur est remplacé par un Drew Harrison, c'est tout de suite plus compliqué. J'avais senti arriver le Andrew Harrison. On va peut-être enchaîner parce que là les minutes s'égrènent et on n'a pas encore fini notre première partie sur les longues questions. Celle-ci c'est une longue question mais on pourra l'aborder plus rapidement. Blake Griffin sera-t-il All-Star à l'Est cette saison? Et cette question-là, je sais pas vous, mais au début je me suis dit non. Puis j'ai fait le compte en fait. Puis je me suis dit ils peuvent vraiment y être en fait. Moi je pense que ça dépend combien de Celtics il y a. Il y a moyen qu'il y ait 3 voire 4 Celtics, c'est vrai. Parce que qui on met devant lui dans le frontcourt? On met le duo des Sixers, Simmons, Embiid. Mais Simmons c'est un guard. Il est dans les... Ah oui, il est listé comme guard. Ouais, Giannis. Embiid, Giannis. Porzingis sera trop juste. Porzingis, on sait même pas s'il va revenir. Love. Whiteside, je lui mets pas encore ce crédit-là. S'il est pas blessé. Orford, si tout va Tatum, bien. s'il continue. Gordon Hayward, j'y crois pas encore. Tu mets Tatum avant Hayward, limite, en All-Star, si tu dois mettre un All-Star, par rapport à la blessure? Par rapport à 100% par rapport à la blessure, on part d'un truc où je pense qu'ils vont être vraiment précautionneux quand ils vont le faire revenir. Parce que Gordon Hayward, c'est un putain de joueur, hein. Quand les Celtics vont être à plus de 65% de victoire et qu'il va falloir en mettre 3, ils pourront pas mettre Gordon où il y a eu beaucoup de précautions, il a pas joué, il a joué 25 minutes par match, ils pourront pas le mettre lui en fait. Et du coup on est qu'à 5 hein. 5 membres du front de courte, ouais, ça dépend s'ils blindent le back court après. Peut-être Middleton, puisque Middleton il va jouer dans le front de courte. Qui peut y être aussi. Moi ce dont j'ai peur, je pense que vous êtes d'accord, mais si jamais il y va, c'est peut-être que les Pistons font une bonne saison, ce qui peut arriver. Et Drummond ne sera pas étranger au succès aussi. Ouais, c'est vrai. Peut-être que les deux y seront, tu sais jamais. Hein. Oula, ça serait dingue ça. Oula, alors là. Attends, l'an dernier, Butler et Kat y étaient et avec Harden pour les Rockets. Après Butler s'est blessé donc il a pas fait. Ouais, Paul s'est blessé, puis c'est Jimmy Butler et Karl Anthony Towns. Là, c'est Dédé Drummond et Blake Griffin. Et les Rockets, c'est aussi une question de Paul, le nombre de matchs joués. Si Paul avait le nombre de matchs joués. C'est ça aussi, c'est vrai. Totalement. Oui, mais en tout cas, ce qui prouve vraiment que là, il faut être à l'aise parce que les places pour le All-Star vont être plus faciles. Parce que, je veux dire, pour moi, Blake Griffin, quand j'ai eu la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Non, c'est moi. Ah, c'est la tienne, pardon. Ouais, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Alors, du coup, j'aurais dû me dire, qu'est-ce qu'il a dit, Alan? Et en fait, quand il réfléchit, il est vraiment pas loin. On enchaîne, on reste à l'Est, Le Heat est-il à un tournant? Est-ce que Whiteside et Dragic finiront la saison avec eux? Commençons peut-être par la première question. Le Heat est-il à un tournant? Alors que je l'ai dit il y a quelques minutes, on est dans l'incertitude au moment où on enregistre. On part du principe que Jimmy Butler n'y va pas. Est-ce que le Heat a un tournant? Ils étaient à un tournant l'an dernier, mais ils ont pas pris le virage, ils sont allés tout droit, donc plus maintenant. Plus maintenant, c'est un peu comme les Blazers, là ils sont condamnés à aller tout droit, sauf si ils arrivent à faire un trade entre guillemets miraculeux. Mais après, on sait que c'est une équipe qui c'est un effectif qui s'est construit pour justement être à l'affût de ce type d'offre. Moi, l'an dernier, j'étais persuadé que c'était une équipe qui aurait essayé de monter quelque chose pour Blake Griffin. Détroit les a devancés et cette année là t'as Jimmy Butler qui demande à partir et du coup il se positionne sur le dossier. Donc je pense que en l'état c'est une équipe qui est vouée à rester comme elle est quoi, enfin se battre et avoir un bilan légèrement au-dessus des 50%. Et
Voilà, quoi. Sinon, ouais, Whiteside, ça va être compliqué. Après, bon, on sait jamais, hein. Enfin, Hassan Whiteside, il a une player option à la fin de l'année. Ça peut peut-être le motiver. Mais t'as pas l'air convaincu de même ce que tu dis. Non, mais enfin voilà quoi, c'est Whiteside, je sais pas s'il y a un joueur qui a plus déçu la saison dernière qu'Hassan Whiteside. Sauf toi bien sûr Ben, puisque tu gardes tes cheveux et tu les gardes en noir. Mais je sais pas s'il y a un joueur qui a plus déçu. Attendez, mais ce pari là, il va continuer jusqu'à la fin de sa carrière en fait. Oui, t'avais pas mis de limite temporelle, écoute. Ah d'accord. OK. Ah donc là je suis moins serein parce que sur un malentendu, il peut être All-Star Wilson hein. On espère pas pour toi. Oui, je n'espère pas, mais c'est un outsider, mais il peut y être. Et oui, Whiteside, pour moi, le seul qui a autant déçu, c'est Haïti. Et Haïti, c'est, enfin, comme on l'a dit, c'est, descente aux enfers pas possible. Donc, oui. Après, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec Tom. Je sais pas si t'as un truc à dire, Alan, mais le tournant, il était avant. Ils l'ont pas pris. Ils sont entre guillemets condamnés à être une équipe qui oscille entre la 6e et la 8e place à l'Est et qui se fait sortir au premier tour, quoi. Je suis d'accord, ouais, surtout que on te vend Miami comme une destination pour les agents libres et pour avec Pat Riley et compagnie, c'est totalement faux sur les dernières années, parce que si tu regardes, comme l'a dit Tom, ils essayent d'acquérir leur gros poisson via trade. Les Griffins, là, peut-être Butler, parce qu'ils arrivent plus à attirer les gros joueurs. Ils auraient dû faire cet effort. C'est compliqué pour une franchise de se dire faut repartir sur un nouveau cycle. Je pense qu'ils n'ont pas eu l'humilité de le faire. Pat Riley l'a pas eu, donc ils sont condamnés à être moyens. Ils ont raté le bus. Bah ouais, c'est peut-être un petit peu dur, hein, mais ils ont raté Gordon Hayward surtout, puisque avec Gordon Hayward, cette équipe-là, c'est plus la même chose. Hein. Ils ont raté un paquet de joueurs parce qu'ils se positionnent à chaque fois et chaque fois ils ont des rendez-vous des fois. Je trouverais ça triste. Enfin triste, c'est un grand mot, mais que ce joueur-là, finalement, ce joueur que arrive à acquérir Pat Riley, ça soit Jimmy Butler, parce que de 1, il n'y a pas l'assurance contractuelle, peut-être qu'il l'aura après, mais surtout, je pense pas que ça soit le joueur qui te fasse vraiment passer le cap qu'espère Pat Riley. Tu seras une meilleure équipe, tu vas passer un tiers, tu seras dans un groupe au-dessus, un palier au-dessus, totalement d'accord, mais je pense pas que ça soit le palier là que vise Pat Riley. Pat Riley, c'est un mec qui veut gagner le titre. C'est simple, c'est clair, il y a pas d'autre chose. Peut-être que il commence à se faire vieux, Pat Riley. Peut-être qu'il a pas envie d'avoir une équipe mauvaise pendant ces derniers jours. Alors si c'est ça, ces derniers mouvements, ils sont incompréhensibles. Il veut juste être moyen, quitte à faire payer à son proprio parce que il y a une équipe qui fait les playoffs à l'Est, peut-être. Ce serait très surprenant. Ça, chacun sa vision du succès. Enfin, on a bien parfois dit que Popovich, entre guillemets, prenait la franchise en otage en ne voulant pas reconstruire, en préférant récupérer DeRozan, par exemple. Ça, je sais pas qui sont les gens qui ont dit ça, mais voilà. Parce que, on sait tous que c'est pas vrai. Tu peux difficilement entendre ça, sachant qu'on sait que Popovich il va réussir à faire quelque chose de DeRozan. Bref, on s'écarte. Autre question. Là aussi, je pense que vous pouvez deviner la question vient de qui. Quelles seront les défenses les plus efficaces contre le shoot à 3 points en part de shoot concédé et en pourcentage réussi? Parce que vous devinez la question vient de qui? Elle vient de Tom. Je sais pas si tu veux commencer, Tom, ou si tu veux laisser les amateurs amateurs dans le sens moins professionnel, hein, des stats avancées commencer. Ah non, allez-y. Faites-vous plaisir. Moi, je vais démarrer. Je pense que Boston, meilleure défense contre le shoot à 3 points l'année dernière, reste. Ils ont perdu personne, c'est toujours une bonne défense. Philly, autre grosse défense contre le shoot à 3 points, se maintient. C'était la deuxième, je pense qu'il reste. Ensuite, c'est là où ça devient plus compliqué. Je pense que je remets les Warriors. Ils y étaient pas, mais il y avait un groupe très très serré entre la 4e place et on va dire la 8e. Je remets les Warriors dedans. Je fais monter aussi les Raptors. Et enfin, la 5e équipe, je vais mettre les Spurs. Parce que tout simplement, ils savent bien défendre. Et que, même si, comme l'a dit Alan, il y avait pas les joueurs sur le papier sont peut-être pas les meilleurs défenseurs, je crois, en
l'école basket Spurs. Je m'excuse pour buter sur un mot sur 4. C'est insupportable. Même moi, je m'insupporte. Dont mon prénom. Dont ton prénom, ce qui est le sommet de l'irrespect. Il n'y a pas de problème. Moi, je dirais Boston et les Warriors. C'est les deux équipes que je vois vraiment les deux plus efficaces contre le shoot à 3 points. Ok. Oui, je sais pas pourquoi j'en ai donné 5, moi, mais bon, je sais pas pourquoi. Mais vas-y, Tam. Moi, je dirais, contre le shoot à 3 points, je dirais Portland, puisque par rapport à leur schéma de jeu, c'est-à-dire que c'est une équipe je pense que c'est une équipe qui va pas en concéder énormément. Après, en termes de pourcentage, je dirais Boston et peut-être Miami. Miami, ouais. Puisqu'ils ont pas mal de joueurs, interchangeables et en fait ils ont dans chacun de leurs 2-5, ils ont des ancres défensives en la personne de Bam Adebayo et d'Hassan Whiteside en l'état, qui permettent aux extérieurs de pouvoir chasser vraiment plus large et de vraiment sortir sur les shooters. Donc je pense que aussi en termes de pourcentage, ils sont pas mal. Ok. Et enfin, dernière question de cette première partie. Quel joueur All-NBA cette saison ne le fera plus de sa carrière? Et là, je crois que moi et Alan, on a la même réponse. Alan, je te laisse commencer. Ouais, LaMarcus Aldridge. Oh là là, le pauvre, il prend tellement il prend cher LaMarcus Aldridge. Il était marre de Rosanne. En gros, si je mets les pieds dans le Texas, je me fais shooter. Je pense que là, c'est difficile. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que il y a même pas contre les joueurs. Je pense que c'est ce que tu vas dire. C'est même pas contre les joueurs. Ouais, c'est ça en fait. C'est des très bons joueurs, mais je pense que les Spurs mériteront peut-être. Enfin, je vois mal les Spurs avec deux joueurs dans les All-NBA Team et je vois pas DeRozan et Aldridge faire individuellement des saisons assez fortes pour justifier un tel statut en fait. Et le problème, c'est qu'ils vont vieillir et que la nouvelle génération arrive et que ça va être dur, surtout pour un Aldridge, vu que la nouvelle génération, il y a beaucoup d'intérieur. Je vois ça. Enfin, pour moi, quand j'ai regardé le All-NBA Team, c'était évident. Aucune réaction. On est suspendu aux lèvres de Tom. Moi, malheureusement, je pense que ça risque d'être Jimmy Butler. Devant les deux qu'on a cités là? Peut-être que eux aussi, pas forcément devant, mais certes, les deux de devant, par exemple, Aldridge et DeRozan, ils ont moins de chance, mais je me dis que Butler, lui, ça risque vraiment d'être risqué, sauf s'il part à l'Est. C'est ce que j'allais dire, s'il est tradé à Miami, il peut parfaitement faire la même saison que l'année dernière et il va... Et même Paul George, ça peut être compliqué pour lui. Moi, j'avais un choix, mais je sens que Tom va pas apprécier, mais si je devais choisir quelqu'un en dehors de Aldridge, DeRozan et peut-être Butler, je pense que j'irais du côté de Victor Oladipo. Ah, c'est possible aussi. Ouais. Mais plus jamais. Le truc, c'est qu'il est beaucoup plus jeune, en fait. C'est ça le seul problème, c'est qu'il est trop jeune. Il est beaucoup plus jeune, en fait. Donc tu peux pas, c'est plus dur. Alors que Butler, il va sur la trentaine, par exemple. LaMarcus Aldridge, je crois, il a 31 ou 32. Et DeRozan aussi, il va sur la trentaine. Donc ça risque d'être plus compliqué. Rien d'autre à rajouter pour cette première partie. On a réussi à la finir dans un temps, elle est à peu près correct. Et on se retrouve juste après la pause pour la seconde partie. Et là, des questions vont être beaucoup plus rapides. Seconde partie, comme je l'ai dit, une rafale de questions. On ira plus ou moins vite, mais plus vite que la plupart des questions de la première partie. Or, celle-ci, encore une fois, tout est une question de timing parce qu'on a commencé à récolter nos questions il y a 15 jours et celle-ci, elle est assez marrante avec un peu de recul. Quel vestiaire implosera le premier? Washington, les Lakers, les Clippers ou Minnesota? Bon, je pense qu'on a eu la réponse pour le premier. On est fort, c'est de savoir le deuxième maintenant. Washington pour tout le monde? Ouais, moi, je pense que les Lakers, ça peut imploser, en fait, puisque, en fait, t'as des vétérans qui fit pas forcément LeBron, mais qui ont quand même un certain acabit dans la ligue, qui sont sur des contracteurs, et t'as des jeunes qui, eux, essaient de prendre leur place. Donc, peut-être qu'autour de LeBron, ça peut faire un petit chaos, en fait. Entre la jeune génération et les mecs, pas les mecs rincés, mais les mecs, qui, leurs meilleures heures étaient derrière eux, quoi. Rincé est un très bon mot. Moi, je pense pas que ça posera problème
Parce que ce que j'ai écrit sur mes fiches, c'est qu'en gros, si LeBron n'est pas heureux, on va simplement virer les mecs qui le rendent pas heureux, tu vois. Enfin. Ouais, totalement, ouais. Ouais, puis ils sont pas dans le ils doivent pas tellement gagner tout de suite. Washington, cette année, ils doivent faire quelque chose, hein. Parce que les Lakers, quand même, enfin, le truc avec les Lakers, c'est, enfin, au début, on sait pertinemment que, voilà, toutes les équipes où LeBron arrive, ça clique pas forcément, de seconde, suite, ouais. quoi. Chaque fois, ça clique pas à la seconde. Là, tu es à Los Angeles. T'as des jeunes joueurs qui essaient de prouver, en fait, leur valeur dans la ligue. Et en même temps, t'as des vétérans qui, eux, ils sont super expérimentés et qui, peut-être, pour eux, la saison régulière, n'apporte pas beaucoup, quoi. Donc, Ouais, mais à voir. mais je pense qu'il y a eu un gros travail cet été. On a expliqué, enfin, il y a eu un espèce de coup de com' où on n'a pas arrêté de dire, enfin, tous les supporters des Lakers, je pense, à ce stade, ont compris qu'on s'inscrit dans un projet qui est pas en année 1, et que là, cette année, c'est une espèce de première année LeBron, mais il faut pas avoir d'attente. Là où je suis plutôt d'accord avec Alan ou Washington, il y a des attentes, mais Washington, pour moi, c'est trop gros, tu vois. C'est tellement évident que ça va exploser, que je me dis, enfin, c'est tellement instable que ça en devient stable. C'est très bizarre, hein, mais. Washington, c'est tout ou rien, en fait. Mais même quand c'est tout, à tout moment, ça peut... Je sais pas, ça va être intéressant. C'est la nouvelle équipe que Ben doit suivre en plus, donc on va avoir les petites infos. Non, mais c'est génial. Mais j'ai envoyé un message à Alan, je lui ai dit, non mais j'avais oublié qu'il y avait Jeff Green en plus. Ouais. Oui. Gros. J'avais oublié qu'il y avait Jeff Green. C'était déjà pas assez fabuleux comme ça. Il y a Jeff Green en plus. Non, Washington. Après, les Clippers, pour moi, ils vont pas imploser parce que c'est, comme l'a dit Tom, tout le monde peut virer en fait. Donc, ça implose à cause d'un joueur X, le joueur X, il vient. Puisque la raison pour laquelle je pense que les Clippers peuvent exploser, à mon sens, c'est qu'en fait, ils sont quasiment tous en contractueur, en fait. Et voilà, quoi. Si t'es en contractueur et finalement tu joues pas, puisque il y a pas de joueurs élite aux Clippers, mais t'as que des joueurs qui sont bons et chaque joueur va essayer chaque joueur voudra essayer de montrer sa valeur, sauf que il y aura pas assez de temps de jeu pour tout le monde et je vois mal Doc Rivers jouer à 12, quoi. Donc si tu es en contractueur et t'as pas l'opportunité de montrer ta valeur, tu vas grogner un petit peu et ton agent risque de taper du poing sur la table. Mais après, au point d'exploser, alors qu'on a quand même un vestiaire composé de John Wall, Bradley Beal, Dwight Howard, Jeff Green, Austin Rivers, Jody Mix, un des Marcus Morris. Tu vois, on n'a même pas cité Maurice, tu vois, pour te dire le truc. Qui est loin d'être un poète. Ah, mais les pauvres Satoransky et autoporteurs, ils vont être d'un côté, ils vont laisser les autres se battre. Yann Maimi. Yann Maimi au milieu, le pauvre. Question d'après, combien de matchs à 20-20 pour Kevin Love cette année? Petit élément historique, j'ai fait mes recherches. Kevin Love a réalisé 16 matchs dans sa carrière à plus de 20 points ou 20 rebonds au minimum, mais le dernier, il date du 27 novembre 2012. 6 ans. Donc à Minnesota. C'est pas celui contre les Clippers, là, où il met le 3 points, là? Non, c'est un match contre les Kings où il réussit 24 rebonds et 23 points. Celui contre les Clippers, c'est celui d'avant, en fait. C'est son 15e. Ah, ce match incroyable. Enfin, bref. Mais moi je dirais 5. Je dirais 5. Ah, vous êtes généreux, hein. Je dirais 5. Ben, qui va prendre les shoots? Ah non, moi c'est les rebonds qui me font plus 20 rebonds, c'est énorme. Ben, c'est Kevin Love, hein, les gars, hein. C'est Kevin Love, mais c'est peut-être plus le même déjà, Kevin Love. Ah bah c'est pas le même Kevin Love que 2012, c'est sûr. C'est pas le même. Mais là je pense qu'il sera beaucoup plus près du panier, hein. Enfin, tous les rebonds que prenait LeBron, il va les prendre, je pense. Ah, mais s'il joue avec Thompson. Qui? C'est la personne qui a dit que Cleveland était les favoris à l'Est. Ah, lui? Lui. le Kardashianisé. Ah, mais lui, est-ce qu'il va même jouer? Est-ce qu'il va jouer cette année? Est-ce qu'il va pas se faire transférer aussi, lui? Après, moi, j'avoue que quand j'ai eu la question, j'allais me dire peut-être un, mais tous les deux, vous avez l'air vachement optimiste, donc je sais pas. Mais d'ailleurs, combien de matchs pour Kevin Love pour vous cette saison? Ouais, c'est la clé de tout. Ça peut même libérer une place All-Star pour Blake Griffin. C'est compliqué, hein. Parce qu'il faut jouer 40 minutes pour faire un 20-20. En gros, j'ai regardé dans sa carrière, tous ces 20-20, il joue entre 36, 37 et 42 minutes.
Il a joué 28 minutes de moyenne la saison dernière. Il a encore vieilli. Je sais pas s'il aura le temps, en fait. C'est ça qui est bête. Après, on sait qu'on a un NBA. Si un jour on voit qu'il a 18-18 à la fin du troisième, je peux vous dire qu'il va jouer jusqu'à temps qu'il arrive à 20-20. On connaît les Américains. Mais, Kevin Love, c'est quand même un rebondeur assez fort. De talent, entre guillemets, c'est de talent. Enfin, c'est un joueur qui sent les trajectoires, c'est pas un gars qui va forcément batailler avec toi sous le cercle, il t'a arraché que des rebonds non contestés, c'est un joueur qui sent le déplacement de la balle, tu sais pas, hein, enfin, un soir où une équipe part rose à 3 points, disons, tiens, le soir où ils affrontent les Hawks, t'as Trae Young qui mitraille, derrière la ligne, il récupère des rebonds, et puis, voilà, de l'autre côté, John Collins, c'est pas quelqu'un qui défend énormément non plus, donc il peut, je sais pas, moi, je pense qu'il peut en faire quelques-uns cette saison. 5, c'est peut-être haut, mais je pense qu'il peut en faire, il peut en faire pas mal cette saison. Question suivante, parce qu'on c'est censé être une rafale de questions, mais vous nous connaissez. Qui sera le premier coach viré selon toi, Alan? Le premier. Il faudrait que ça soit Tom Thibodeau. Je dirais Tom Thibodeau. Mais est-ce que ce sera pas le GM, est-ce que ce sera pas président Thibodeau viré et comme Ben l'avait mentionné, président Thibodeau viré et coach Thibodeau en place, comme Rivers? Peut-être, mais si les résultats suivent pas et sont catastrophiques, tu fais d'une pierre deux coups. Tu le virais de ces deux fonctions en même temps? Ouais. Moi, c'est ça qui me semble difficile. C'est incroyable. Hein, ah oui, mais là, la question, en fait, j'y réponds à ma façon, je fais ma sauce, parce que c'est moi qui, ouais, je vois. Tu vois, parce que j'avais pas tellement d'idées sinon, par rapport à toi qui avait plus d'autres exemples. Moi, j'ai deux idées, à toi de me dire, Tom, si t'es d'accord. Alors, j'ai Scott Brooks, parce qu'on a parlé des Wizards. Si jamais les Wizards imaginons qu'ils soient je vais prendre le même exemple pour les deux coachs. S'ils sont à 5 matchs des playoffs en janvier, très vite, je pense qu'il peut sauter. Pareil pour Mike Malone avec les Nuggets, que les Nuggets, on attend. Moi, je pense que ce sera le premier si ça part mal. Ouais, si en janvier, les Nuggets, ils sont à 5 matchs des playoffs, pour moi, ils sautent, hein. Mais même si en décembre, ils sont pas au moins à 50%, je pense qu'il va sauter Malone, hein. Puisqu'il a eu déjà pas mal de passes droits depuis qu'il est à Denver. Et je pense il n'a pas eu de chance non plus. Ouais. Enfin, pas eu de chance, c'est un peu de sa faute, hein. C'est ça, tout le monde, c'est pour ça que j'ai pas aimé cette excuse Denver l'année dernière. Tu regardes le profil de toutes les équipes en playoff l'année dernière, ils ont un joueur majeur qui est pas là pendant 40 matchs presque. Denver, ils ont pas d'excuses en fait pour pas être bons en fait. Et ce que j'ai noté aussi moi juste, c'est qu'il y a 8 nouveaux coachs à NBA cette année, dont 7 à l'Est. Donc le réflexe pourrait être de dire on va chercher un coach de l'Est dans une équipe qui va être mauvaise, sauf que la plupart de ces équipes-là ont un nouveau coach. Donc tu peux pas trouver le coach viré là. Question suivante. Ben Simmons va-t-il réussir un tir à 3 points cette saison? Un vrai tir à 3 points, pas un buzzer. Pas une bombe. Oui. Ouais, pas un vieux truc où il a de la chance et tout. Un vrai tir 3 points voulu. Moi, je pense que oui, en fin de possession, dans un corner, il va trouver un truc. Au 56e match de la saison. contre les Bulls dans un troisième quart-temps. Il n'en a qu'un à mettre, hein. Je suis d'accord avec Tom, je dirais oui, mais pour moi, il en met pas plus de 5, tu vois. Ça, c'est un pari. C'est un pari que j'ai envie de suivre, ça. Et on prend un over-under on fait un over-under à 1? Vas-y. Moi, je le mettrais à 2. Je sais pas, apparemment, après, je suis trop influencé avec les vidéos Instagram où il dit avoir travaillé son shoot, en fait. Alors que dans l'entraînement avec les Browns, ils font que dunker sur des mecs de 1m70. Non, mais après, c'est pas un mec qui va prendre des pull-up à 3 points comme ça, tu vois, mais je pense qu'il peut être amené à en prendre un si la situation le demande, quoi. Si, je sais pas moi, en fin de possession, le ballon arrive, il est dans le corner ou il récupère un ballon, un truc comme ça. Mais ça compte pas, ça. Bah, c'est un shoot à 3 points. Ouais, mais je veux vraiment il veut shooter et ça se passe comme il l'a voulu. Mais c'est pas la question. C'est pas la question, ça. Bon, d'accord. Non, mais l'autre, il veut, on lui demande pas de faire un tir à la Curry. Ou juste qu'il rentre un 3 points, tu vois. Ok, d'accord. Mais je maintiens mon nom. Ouais, ça va être difficile, quand même. Ça va être chaud. Ensuite, qui sera le meilleur marqueur de la saison? James Harden. Anthony Davis. Qui était second meilleur marqueur l'année dernière. Anthony Davis, il peut faire du sale, lui.
Avec une bonne pace, en jouant pivot pendant tous les matchs, il va être compliqué à arrêter. Alors là, c'est une stat que j'aurais dû déjà anticiper que Tom allait dire Davis, donc c'est une stat que j'aurais dû chercher, mais la dernière fois qu'un intérieur a été meilleur marqueur de la ligue, ça commence à dater. Hein. Ça commence à dater. Hein. C'est peut-être Shaq Libron ou Nowitzki. Bon, alors, LeBron, c'est pas l'intérieur. Ça date. Moi, j'ai Harden comme Alan, mais oui, Davis. Tiens, faudrait chercher ça, tiens, attends. C'est parce que Harden, je pense, Alan, on a la même lecture, mais Harden avait plus de 2 points d'avance sur le deuxième qui était Anthony Davis, et je le vois pas marquer moins de points, en fait. Ouais, c'est ça. Il en marquera peut-être un peu moins, mais l'écart était conséquent, quoi. Puis le système, tout lui sourit, on joue pour lui, et c'est les stats qui gonflent un petit peu, même s'il a un impact aussi hors stats qui est énorme, les stats gonflent. Puis comme on l'a dit tout à l'heure, ils vont rester sur les mêmes standards ou en saison régulière. Donc, il va être amené à scorer à peu près de la même façon. Dernière question, on va appeler ça les questions Alan Celtics. C'est-à-dire qu'Alan, il nous a posé des questions. 90% sont reliées de près ou de loin aux Celtics. Celle-ci, elle y est totalement reliée aux Celtics. Qui sera le deuxième meilleur marqueur des Celtics? Bah, je vous laisse. Pour moi, je dis Tatum. Je dis Tatum parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'ils vont être très très précautionneux avec Gordon Hayward. Tatum va rester sur sa lancée. Je pense qu'il y aura un vrai écart avec Kyrie, parce que je pense que le sous-entendu de ta question, c'est que Kyrie sera le meilleur marqueur. Donc je maintiens Tatum, mais je pense que ça va pas être... il sera pas à plus de 20 points, par exemple. Il sera à quoi? Entre 15 et 20, et plus proche de 15 que de 20. Ok. Moi, je dirais Gordon Hayward. Hein. Moi, j'y crois beaucoup en Gordon Hayward. En fait, le fait qu'il ait pas joué, en fait, j'ai l'impression qu'on oublie quel joueur c'est. Enfin, quel joueur c'était. Ah non, on n'oublie pas, mais Tom, il y a 1 an, il se casse la jambe. Ouais, c'est vrai. Enfin, il se broie la jambe, quoi. C'est vrai. Moi, mais c'est aussi mais quand il va revenir à fond, parce qu'on espère, enfin un peu méthode Coué, mais on espère qu'il va revenir à fond. Ça va être le deuxième meilleur joueur des Celtics sans aucun doute. Ou avec Al Horford, quoi. C'est 2 joueurs très bons, mais il revient d'une jambe cassée. Enfin, Paul George, il était revenu et un peu en fin de saison, mais son début de saison d'après, tu vois, il avait eu du mal à tenir 82 matchs à haut niveau. Ouais, c'est vrai. Donc, je suis assez pessimiste par rapport à ça. Alan, du coup, parce que c'est bien beau de nous mettre sur le grill, mais ta réponse? Tatum. Moi, je pense Tatum pour les arguments que tu as avancés. Pour vraiment la gestion d'Hayward qui va se faire. Je suis d'accord avec ça. Ok. Je pense qu'on va conclure comme ça ce premier épisode. 2 questions, je m'excuse encore pour avoir savonné un nombre de fois totalement incalculable dans cet épisode. Ah oui, d'ailleurs, pour répondre à ta question, c'est Shaq en 2000. Et voilà, ceux qui disent que je connais pas trop l'histoire de la NBA et tout, je vous ai direct dit Shaq. Boum, allez, merci. J'avais pas l'année, hein, mais bon. vous imaginez, ça fait 18 ans. Ah, ça date, ouais. Ça serait un sacré tour de force pour Anthony Davis. Donc Dirk n'a jamais été meilleur marqueur. C'est ça qui m'étonne aussi. Ok. Là-dessus, on va finir. On a une petite surprise pour la fin, mais avant ça, on vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter, mais aussi de nous suivre sur YouTube maintenant, où on poste les épisodes chaque semaine, et nous laisser la petite note sur iTunes. On est bloqué à 73. L'objectif, c'est toujours d'arriver à 100 votes avant la fin de l'année. J'y crois toujours. Ça devient serré, là. Ça devient chaud, donc n'hésitez pas, ajoutez 5 étoiles, ajoutez un commentaire. Là, c'est vraiment le top niveau. Merci beaucoup. Et avant de se quitter, cette année, on a décidé de faire une petite nouveauté. C'est qu'on vous a déjà parlé des bold predictions, ces prédictions folles. Cette année, on a décidé à chaque épisode de preview, donc dans les 3 prochaines semaines, à chaque fin d'épisode, de vous donner une prédiction folle. Mais vu qu'on est à Hollywood ici, on va pas le faire simplement une prédiction folle et tout. C'est-à-dire qu'on va mettre petite musique stressante. Et là, messieurs, chacun, l'un après l'autre, on va commencer par Tom, puis Alan, puis moi. On va vous donner une prédiction folle. Mais on ne va pas réagir à cette prédiction. Et ensuite, je mets le jingle de fin et on s'arrête. C'est du Hollywood, là. Oula. Vous êtes prêts, les mecs? On est prêts. Jingle. Qui veut gagner des millions? Tom. Kyrie Irving MVP.
Alan. Aaron Gordon sera All-Star. Anthony Davis ne sera plus un Pélican dans 12 mois. À la semaine prochaine. Salut.